On passe tout de suite à notre second débat et comme c'est notre dernière émission avant les fêtes de Noël, on a décidé de s'offrir un petit plaisir en parlant de l'humour et des vacheries en politique. Une campagne électorale, évidemment, c'est un concentré de piques, de bons mots et parfois, malheureusement, d'agressivité, Marion Delpech. La campagne présidentielle est lancée et avec elle son lot de petites phrases assassines. Cette semaine, par exemple, la nouvelle championne de la droite était dans le collimateur des macronistes. Elle a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant. Parce que la réalité, c'est qu'elle dit aujourd'hui l'inverse de ce qu'elle disait à l'époque. La candidate des Républicains n'est pas en reste. En octobre dernier, elle s'attaquait déjà à Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Je crois que le président Macron a été inspiré par Machiavel. Vous le savez, vous connaissez cette fameuse phrase de Machiavel. Machiavel disait « Gouverner, c'est faire croire ». Plus récemment, elle s'en prenait à la candidate du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous dites à Marine Le Pen qui évoque le 4 quarts breton en parlant de la primaire LR et qui dit que finalement la droite est extrêmement fracturée aujourd'hui? Mais comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le 4 quarts et elle va en bouffer beaucoup. De son côté, Marine Le Pen se fait-elle plus discrète et feint d'ignorer les nombreuses attaques d'Éric Zemmour. Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes. Je la plains de devoir reprendre des arguments, mais vous savez, j'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Et les piques se multiplient envers les adversaires du candidat. Moi, je dis oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Une brutalité qu'Éric Zemmour revendique et assume en meeting et sur les plateaux de télévision. Du côté de l'Élysée, on fait la sourde oreille. Emmanuel Macron a préféré hier les attaques en creux contre Valérie Pécresse ou encore Éric Zemmour. C'est plutôt le porte-parole du gouvernement qui s'adonne aux joutes verbales. Il nous a vendu qu'il était le Trump français. C'est un Trump commandé sur Wish, comme on dit, cette plateforme de contrefaçon là qui vend des trucs qui fonctionnent pas, qui sont faux. À gauche, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à la candidate des Républicains avec ses talents d'orateur. Elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Thatcher, 2 tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon. Il n'a pas non plus ménagé Anne Hidalgo et son idée de primaire de la gauche. Avec ce genre de comédie, on finit par dégoûter tout le monde. Et cette année, la culture du clash en politique s'invite aussi sur les réseaux sociaux. Le candidat de la France insoumise s'est mis au rap pour critiquer ses adversaires. Injures, humour et politique, attention, ça pique. Voilà le thème de notre débat et j'accueille Hélène Pilichowski. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, éditorialiste. Jean Garrigue, historien, toujours là. Merci d'être resté. Et vous êtes toujours président du comité d'histoire parlementaire. Vous avez publié Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles. C'est chez Talendier. Ah oui. Bruno Fulini, essayiste. Bonsoir Bruno, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Vous publiez Le Petit Dictionnaire des injures politiques. C'est aux éditions du Rocher. Laetitia Krupa est toujours à mes côté. Bruno, c'est cette réédition, c'est une réédition du livre qui nous a donné envie d'organiser ce débat. Donc merci, parce que ça nous permet d'avoir un débat dans lequel on va se balader dans les époques et dans les pics multiples et variés. Je voudrais quand même que vous puissiez les uns et les autres, pour commencer, réagir un peu à ce reportage et cette campagne présidentielle agressive, parfois violente. Est-ce que c'est forcément nouveau ? Pas complètement. D'abord, si on est dans une perspective un peu longue, les injures politiques d'aujourd'hui sont plutôt douces par rapport à ce qui pouvait s'échanger au temps de l'affaire Dreyfus ou bien dans les années 30 où on allait facilement à l'appel au meurtre, on allait très 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 loin dans l'abjection. Aujourd'hui, on a plutôt des petites piques d'humoristes. Sous la Ve République, c'est un peu une tradition. Je relisais un petit peu mes fiches. On a en 1974 à l'extrême gauche Arlette Laguillet qui se présente comme candidate, c'est un petit peu nouveau, une femme qui se présente comme candidate, d'extrême gauche en plus. Saïd du général Bijard, il faut la marier à un parachutiste. Bon, vous voyez, ça passerait plus vraiment aujourd'hui. Et on pourrait multiplier ce type d'attaque. On a traité François Mitterrand de tout, on a traité Georges Marchais de tout, eux-mêmes n'étaient pas en reste. Donc, il y a toujours eu, je pense, dans toutes nos campagnes présidentielles, des attaques. Après, il faut voir le niveau. La première vraie campagne présidentielle
traditionnelle, moderne, au suffrage universel, c'est celle de 65. Un an avant, François Mitterrand sort le coup d'État permanent. On peut en détacher toutes sortes de phrases qui sont vraiment des attaques de type pamphlétaire contre De Gaulle, mais c'est bien écrit, c'est bien ajusté, sans aucune grossièreté. C'est un livre, quoi. C'est un pamphlet, mais c'est un pamphlet. Mais c'est un pamphlet. Verra-t-on toujours un Français coiffé la couronne de Patagonie? C'est une façon assez géniale et assez élégante à partir d'une référence historique, de tourner en ridicule celui qui est le chef de l'État. Il le compare aussi à un dictateur, mais en mettant les gants. Et puis après, on a des attaques beaucoup plus superficielles ou beaucoup plus grossières qui n'ont pas le même intérêt, bien sûr. Hélène Pilichowski, cette présidentielle, vous la trouvez, on ne va pas remonter aussi loin, mais si on la compare aux deux précédentes élections de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous la trouvez plus agressive ou plus violente que les précédentes, finalement ? Non, dans l'agressivité, il y en a toujours eu. Elle s'exprime différemment, à mon sens. C'est-à-dire, c'est ce que je disais à l'instant, là, elle s'est terriblement concentrée autour de la personne d'Emmanuel Macron. Remarquez, du temps de Nicolas Sarkozy, mais du temps de Nicolas Sarkozy, tout du moins quand il a été élu, pour sa deuxième candidature, c'était plus compliqué. Là, il était vraiment dans la cible, lui aussi. Mais quand il a été élu, Sarkozy, il dominait, c'était une évidence. Est-ce que maintenant, il y a une bagarre pour le titre de président, je mérite pas. Et surtout, cette concentration sur Emmanuel Macron, moi, ça me révolte. Parce que, finalement, ça appauvrit la campagne présidentielle, en ce sens que tout a été focalisé sur comment faire pour le dégager. Comment faire pour le dégager? On lui laisse à peine le temps de s'exprimer. Non, moi je trouve que c'est assez étonnant. Il n'y a pas beaucoup de thèmes de bataille. Est-ce que vous pourriez me dire, il y a le thème, il y a l'immigration, tout le monde a compris. L'immigration, effectivement, ça c'est le thème dominateur. Ça c'est clair. Ça l'a été en tout cas. Est-ce que ça le restera? Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est vraiment dans la campagne. Il faut attendre. Elle l'a été parce qu'il y a eu. Elle a démarré très tôt. Parce qu'il y a eu l'éruption d'Éric Zemmour et puis ensuite la primaire LR. Donc ça a été effectivement un thème fort. Mais il y a un élément que vous citez pas, que moi je voudrais citer, c'est quand même la montée en puissance des réseaux sociaux, de Twitter, Jean Garrigue, le fait aussi que les candidats maintenant sont filmés quasiment en permanence. Ça change aussi la capacité d'un homme ou d'une femme politique à un peu se lâcher, quoi. Il y a un triptyque. J'ai pas fini, juste je voulais dire mon triptyque. Il y a les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, et troisième pied du triptyque, les sondages. Et si vous concentrez tout ça, il n'y a plus rien d'autre à côté. Tout est là-dedans. J'entends. Alors d'abord, sur la concentration sur Emmanuel Macron, elle est un peu traditionnelle. Le président sortant consacre toujours les oppositions autour de lui, et y compris ce type d'insultes, enfin de dénigrement. Mais vous allez avoir aussi une lutte farouche à droite pour la candidature au second tour, et certainement que les noms d'oiseaux, ou en tout cas les petites perfidies, vont quand même abonder entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, et ça commence d'ailleurs, et Marine Le Pen. Donc là, il faut aussi garder un peu de distance. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, ils démultiplient à la fois le dialogue au sommet entre les acteurs politiques, et puis le nombre de gens qui interviennent, parce que vous avez des trouvailles aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez des réseaux sociaux presque spécialisés dans ça, le Gorafi ou des choses comme ça, où vous avez une infinité nous, quand on a travaillé, on a fait avec mon collègue Jean Roulman un livre qui s'appelle Élysée Circus, où on raconte les campagnes présidentielles depuis 1965 à travers ces petites phrases, ces formules, ces quelques injures, mais en général plutôt de l'humour, comme le disait Bruno. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce travail-là, on a réfléchi à la manière de le prolonger. Ce serait plus compliqué, parce qu'il faudrait y inclure tout ce qui vient sur les réseaux sociaux, et ça démultiplie le champ, le fond à utiliser, les sources qu'on pourrait utiliser. Parce que, évidemment, non seulement ça démultiplie la force de telle ou telle réflexion, mais venue d'en haut, mais ça démultiplie le nombre des locuteurs, je veux dire, dans ces débats. Oui, du coup, c'est vrai que ça change la nature de la culture du clash qui a toujours existé, mais qui n'était pas identifiée comme telle. On ne parlait pas de clash, on parlait d'attaque, on parlait d'invective, on parlait d'agressivité. Et cette culture du clash nous vient aussi directement des États-Unis. Alors on le sait, il y a une porosité entre les deux systèmes, et que la France a les yeux rivés sur les États-Unis. Quoi qu'on en dise, qu'on déteste les États-Unis, ou alors que ce soit notre modèle, il y a quand même toujours cette envie de faire... Fascination-répulsion. Oui, qu'il y a toujours
toujours une envie de faire un peu pareil. Et c'est vrai que quand on regarde les dernières campagnes présidentielles américaines, bon, on en est encore très loin, hein, mais il y a quand même cette tentation-là d'aller sur ce champ-là, parce que ça nous semble le plus contemporain possible. C'est le Congrès, c'est pour ça que les Républicains ont choisi le Congrès, c'est parce que c'est pour imiter, en ayant confiance au système américain. Oui, c'est la terminologie effectivement utilisée aux États-Unis. Oui. Allez, on va s'appuyer sur plusieurs extraits et un premier, c'est issu du dernier prix Presse Club Humour et Politique. Je vous propose 3 lauréats en ribambelle. Marlène Schiappa, Jean-Pierre Raffarin et pour commencer Sandrine Rousseau, la candidate Europe Écologie Les Verts, qui nous parle de son mari. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon. Il y a toujours des gens pour me dire « Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à 3, vous allez interdire... » Alors, vous dites les plans à 3 ? Absolument. Moi, je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3. Les LR d'aujourd'hui jouent gros. S'ils se divisent, ils se rétrécissent. Quand la droite se durcit, la droite se rétrécit. Bon, c'est très drôle. Alors évidemment, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour involontaire, hein, et très souvent enfin on l'espère, dans le prix Presse Club Humour et Politique. Mais quand même, je reprends la phrase de Jean-Pierre Raffarin. Quand la droite se durcit, elle se rétrécit. C'est un message politique quand même, Hélène Pinichowski. C'est d'abord ça. Ah oui, mais c'est il adore les petites formules comme ça. Hein, c'est comme la panthère raide et la route est longue et la panthère raide. Bon bref. Les raffarinades, oui, c'est ce que disait. Il a dit de la campagne, de cette campagne ici, je trouve qu'elle a été beaucoup trop... elle a été trop critique et pas, mais j'ai oublié un terme. Bon, ça vous reviendra. Et pas assez proposante. Elle a été trop critique et pas assez proposante. Je me souviens pas de cette citation, elle m'a échappé. Presque ça, oui. En tout cas, dans les passages que vous avez passés, on voit bien que la politique est plus que jamais organique et qu'il y a vraiment cette tendance freudienne à toujours avoir... Le corps se rappelle à nous, quoi. Oui, bien sûr, évidemment, mais parce que la politique, c'est ça aussi, c'est un sport de combat et c'est quand même un combat d'homme ou homme. Il me semble que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit avec Raffarin, par exemple, c'est lorsqu'un bon mot, une formule de ce type, veut aussi dire quelque chose de fort. Il y a un message politique. Parce que chez Marlène Schiappa ou chez Sandrine Rousseau, c'est de l'humour involontaire. Elle nous dit, il n'y a pas du tout d'humour. C'est pas de l'humour. On ne sache pas que Sandrine Rousseau est un humour dévastateur. Mais c'est de l'humour involontaire. Raffarin, c'est autre chose. L'humour, un homme déconstruit, ça parle à une partie de la population française parce que c'est vraiment un concept. Non, c'est nous que ça fait. Mais ça a été reçu comme quelque chose de drôle, alors ce n'était pas du tout son intention. Et ça a été reçu pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de déconstruire justement, c'est une des techniques de l'injure. L'injure, ça vise à vous enlever votre humanité. Alors soit en vous animalisant, soit en vous réduisant à un organe. Par exemple, en transformant un homme en femme, une femme en homme, un individu en un pied ou un ventre. Vous voyez, ce genre de choses. Ça fait partie des techniques de base de l'injure. Et c'est pour ça que cette expression, qui se voulait un peu savante, a été perçue par la grande majorité comme quelque chose d'un peu étrange et un peu ridicule. Oui. Bruno Fulini, Georges Clemenceau, qui était quand même il est sur la plupart de votre podium. C'est l'un des champions, oui, on peut dire, Pourquoi ? avec De Gaulle. Pourquoi ? Alors d'abord parce que lui-même a été beaucoup insulté et que lui-même savait, sans bousculer ses adversaires, mais avec un certain sens de l'image, de la formule. Brillant, ça va être un voyou de passage. Ma préférée, c'est à la mort du président Félix Faure. Le chef de l'État vient de mourir. Et il déclare, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Je trouve qu'on ne peut rien dire de plus méchant dans un plus beau français. C'est magnifique, c'est poétique et c'est affreux. La mort du chef de l'État. Il dit au même moment, Félix Faure vient de mourir, cela ne fait pas un homme de moins en France. Félix Faure vient de mourir, donc c'est le chef de l'État. Cela ne fait pas un homme de moins en France. C'est d'une violence, c'est-à-dire il nie son humanité, quoi. C'est une violence justifiée parce qu'il... Moi j'ai écrit, alors je ne voudrais pas refaire de la publicité, mais j'ai écrit comme un ouvrage qui s'appelle Le Monde selon Clemenceau, qui est précisément un inventaire de toutes les formules. Et alors pourquoi il en veut autant à Félix Faure ? Il lui en veut autant parce qu'il lui reproche de ne pas avoir défendu Dreyfus et surtout de ne pas avoir gracié Dreyfus, de ne pas avoir compris que la justice passait avant la raison d'État. Et il y avait des griefs bien avant ça. Il lui reprochait d'être une sorte de dandy un petit peu sot et un petit peu superficiel. Mais fondamentalement, c'était ça. Donc derrière cette méchanceté, il y a aussi la fameuse phrase sur
les conditions de la mort de Félix Faure à l'Élysée. Il se croyait César, il est mort pompé. Bon, ça c'est très célèbre. Mais à la limite, ça c'est moins virulent que ce qu'on vient de citer. Ce que citait Bruno Philippe. Mais Jean a raison, c'est vrai que, et je vous le disais au début, l'affaire Dreyfus, ou plus tard certains débats de l'entre-deux-guerres sont d'une telle violence parce que les gens sont convaincus de part et d'autre, et que dans ce cas-là, les mots sont des armes. Il ne s'agit pas de faire de l'humour, ou pas seulement. Même si on fait de l'humour, c'est de l'humour cruel, c'est méchant, parce que vraiment, on s'affronte. Mais est-ce que Georges Clemenceau, ça l'a pas aussi desservi, finalement, de se faire tant d'ennemis politiques? Non, parce qu'on est resté dans le registre du bon mot. Contrairement à certains polémistes de son temps, aussi bien dans son camp, comme Laurent Taillade, ou dans le camp d'en face, comme Léon Daudet, qui sont restés pour des formules vraiment terribles. Daudet traitait Léon Blum de belette foireuse, de lévrier hébreu, etc. Bon, c'est de Mamselle Blum. Enfin, contrairement donc à d'autres polémistes, Clemenceau avait le sens de la formule, mais avec cette petite touche d'élégance qui fait que ça passe, que c'est quand même drôle, et ce qui permet effectivement de faire un recueil de bons mots, ce qu'on ne ferait pas pour d'autres polémistes. Ils lui ont un peu fait payer quand même en janvier 1920, parce qu'il n'a pas été élu président de la République, du fait de la coalition de ses adversaires. Tous contre Clemenceau. Mais c'était... à la fois parce qu'il avait la dent dure, mais aussi pour des raisons politiques. Voilà, on n'avait pas envie de l'avoir à la présidence. Mais quand même, il a un petit peu payé. C'est vrai. Et il a raté aussi bêtement le perchoir, c'est-à-dire la présidence de la Chambre des députés, à une voix près, parce qu'il n'avait pas pu s'empêcher de se moquer d'un député rural, un radical, le père Michou, qui volait des sandwichs à la buvette. Et un jour, il l'avait poursuivi avec un sandwich en disant « Michou, vous avez perdu ça ». Et le jour de l'élection du président, Michou s'en est souvenu, il a voté pour la droite, il y a eu égalité des voix, et Méline, qui était plus âgée, a obtenu le perchoir. Donc, des fois, là, c'est vrai, la méchanceté en politique, ça se paye, ça peut coûter très cher. Il disait des choses très... Dernier mot sur Clemenceau. Sur Briand et Poincaré. Il disait Poincaré sait tout, mais ne comprend rien, et Briand comprend tout, mais ne sait rien. Et vous avez le tableau de ces deux personnages, qui pourtant sont des personnages très importants, président de la République, l'un président du Conseil, mais il les avait croqués en une formule. Alors, vous étiez à la Chambre des députés. On va se glisser dans les coulisses du Sénat tout de suite avec Audrey Vuettaz qui est ici en coulisses et qui peut nous rejoindre. Bonsoir Audrey, avec un florilège des bons mots et des pics au Sénat, des échanges que vous avez pu récupérer. Alors, il faut savoir que de manière générale, les échanges au Sénat, même s'ils sont vifs, ils restent feutrés. C'est peut-être l'une des différences avec l'Assemblée nationale. On peut ne pas être d'accord, on peut le faire savoir, mais toujours dans le respect de l'interlocuteur. D'ailleurs, Gérard Larcher, le président du Sénat, il le rappelle assez régulièrement avant toutes les questions d'actualité au gouvernement, par exemple. Alors, je vais vous proposer d'écouter un premier extrait avec la fameuse intervention du président de la Haute Assemblée, suivi d'un échange entre le sénateur de la Manche, Philippe Bas, et la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, pour vous donner un aperçu des échanges. Chacun sera attentif à observer au cours de nos échanges à la fois le respect des uns et des autres et le respect du temps de parole. Je n'empiète nullement sur les prérogatives de la justice. Je me borne à contribuer à l'exercice d'une mission qui est celle du Parlement, prévue par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. Absolument, monsieur le sénateur, mais on peut avoir cette joute verbale, si vous le souhaitez, et empiéter sur l'audition de la loi SILT. Je sais que vous en êtes friand et doué et talentueux pour cela. Il ne m'appartient pas de gérer la sécurité du président de la République. Alors vous le voyez, c'est très enrobé. On cite les articles de loi, mais ça n'empêche pas les clashs de temps en temps. Et c'est des moments qui ont souvent lieu pendant les questions d'actualité au gouvernement, quand les sénateurs posent des questions aux ministres. Et ces dernières années, les échanges, ils ont souvent été vifs avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ancien avocat, il a l'habitude des grandes plaidoiries. Alors forcément, ça détonne au Sénat. Ça a donné lieu à plusieurs passes d'armes, notamment une très importante après le féminicide de Mérignac près de Bordeaux le 4 mai dernier. Shahinaz Bouta, avait été tué par son compagnon qui avait été condamné pour violence. Écoutez ces échanges très vifs. Tous les meurtres de femmes ne peuvent pas être évités. Celui-là aurait dû l'être si vous vous étiez donné les moyens d'appliquer des lois que vous avez vous-même votées. Ma question est donc simple. N'avez-vous pas honte d'une telle inefficacité de votre politique ? Ce qui parfois me fait honte, c'est l'exploitation...
c'est l'exploitation cynique et obscène d'une situation que nous avons tous à déplorer avec beaucoup d'émotion. Depuis des années, c'est nous qui avons mis au respect. Vous répondez dans le respect. Alors là, on est évidemment sur un sujet particulièrement grave, mais le Sénat, c'est aussi le lieu de bons mots. Oui, je vous ai préparé un petit concentré d'interventions savoureuses. Alors pour la première, il faut des petits éléments de contexte. Il faut savoir que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est pas le ministre le plus assidu au Sénat. Il a été présent 3 fois aux questions d'actualité au gouvernement en 5 ans. Alors évidemment, quand il est là, ça donne lieu à une hola un peu ironique des sénateurs. Et puis j'ai rajouté aussi d'autres interventions, vous allez voir. Monsieur Bruno Le Maire, vous avez la parole, monsieur le ministre. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je pensais au fond, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, qu'il suffisait de partir et de revenir pour entendre la hola, mais ça n'est pas tout à fait exact. Attendez, j'essaie de vous répondre. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais si, c'est vrai. Mais si. Mais enfin... N'y voyez aucune offense, monsieur le sénateur. J'aime le débat et je vous réponds avec plaisir. Bon. En définitive, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2500 ans, nous sommes passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Quel dommage que les réseaux sociaux n'aient pas existé plus tôt pour défendre contre les dictateurs de la piqûre la liberté de mourir en harmonie avec la nature et ses dons, parmi lesquels nos compagnons de toujours, la variole, la poliomyélite, la peste et le choléra, qui ont permis aux plus grands auteurs, Camus, Giono, Thomas Mann ou d'autres, d'écrire les chefs-d'œuvre immortels de la littérature de pandémie. Alors ce n'est qu'un extrait. Le président Claude Malhuret, le président du groupe Les Indépendants au Sénat, a fait une métaphore pendant 5 minutes et j'ai vu que vous aviez bien aimé, donc c'est à retrouver sur publicsénat.fr pour ceux qui aiment les bons mots. Mais oui, et si vous n'avez pas entendu ce discours, franchement, il est parfaitement... Merci beaucoup Audrey. Il est érudit, il est savoureux, il est drôle. On qu'il était comme ça, lui. Claude Malhuret. Ah oui, maintenant il se régale, il régale les autres. D'ailleurs, c'est vrai, on a découvert Claude Malhuret. C'est révélé au Sénat. Exactement. Ouais. C'est Bruno Finini, l'hémicycle par essence, c'est un lieu d'injure. Ah. Ou pas forcément, c'est pas fait pour ça à la base. Non, mais j'ai pas bien tourné la question. C'est fait pour ça. Mais disons, dans votre livre, j'ai puisé pas mal de moments qui se sont déroulés dans les hémicycles. Voilà, c'est mieux formulé, non ? C'est ce qu'on appelle très précisément des incidents de séance. C'est-à-dire des moments où une séance qui devrait être totalement respectueuse dérive un petit peu. Alors des fois, c'est juste une escarmouche et un mot d'esprit, on l'a vu, permet de retrouver un petit peu le débat normalement. Dans certains cas, ça se gâte, ça peut aller jusqu'à la suspension de séance. Je reviens à l'affaire Dreyfus, on a vu une fois Jaurès qui s'est fait boxer à la tribune. Donc ça peut dériver assez loin quelquefois. En général, ce sont des escarmouches comme cela, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que tous les débats font l'objet d'un compte-rendu. Et donc ces injures-là, on ne peut pas les renier. Elles sont vues, elles sont entendues, elles sont notées, elles sont publiées au journal officiel, même si aujourd'hui le journal officiel n'est plus qu'en ligne, on a quand même une trace, une date. C'est total. Pour l'historien, les comptes-rendus de séance sont très intéressants de ce point de vue-là, parce que c'est une source incontestable. Alors que beaucoup d'injures politiques sont des injures rapportées. Des petits mots méchants, quelqu'un dit dans le couloir, que quelqu'un d'autre va répéter ou va publier dans ses mémoires, qu'on peut toujours contester, qu'on peut toujours nier. Dans l'hémicycle, non. À la base, un hémicycle, c'est fait pour quoi ? C'est pour obliger des gens qui ne pensent pas la même chose à partager un même lieu, à se voir et à s'écouter. Invention géniale. Quelquefois, il y a un petit peu d'électricité dans l'air. Mais pourquoi ? Parce que c'est un lieu propice au théâtre. C'est un théâtre. Il y a une scène, il y a un public, il y a un acteur, un orateur. Donc, on a toutes les composantes d'un théâtre et donc, c'est là qu'effectivement peuvent se passer des scènes surprenantes. Et c'est ce qui... Dès qu'on dérape, finalement, dès que c'est surprenant, dès que c'est discordant, dès que c'est disruptif, peut-être, dirait-on aujourd'hui, pour être... Il va finir par passer de mode, ce mot. Ouais, mais encore, il est encore un peu à la mode. Il va devenir une injure. Ça va devenir une injure, dit Bruno Finini.
assez intéressant de savoir, c'est où est la limite. Alors, injure et humour. Mais c'est que ça, en fait, vous dites notre sujet d'aujourd'hui. Bah, si, notre sujet d'aujourd'hui. Ça se rejoint, en tout cas. Ça se rejoint. Mais oui, mais est-ce qu'on peut se passer de l'injure quand même? On a l'air de dire que là, il faut toujours que ça soit un petit peu vachard pour que ça ait un certain retentissement. Non, mais la polémique, ça fait partie de la politique. Mais il y a tout un clavier dans la polémique. Il y a l'insinuation, il y a... Est-ce qu'il faut quelque chose de douloureux dans l'humour? Oui, l'humour, ça doit être toujours un contraste, effectivement. C'est pour ça que les Anglais, qui résistent très bien aux difficultés, ont de l'humour, parce qu'ils sont capables et ils apprécient au contraire d'avoir à résister à des... Et d'ailleurs, au Parlement britannique, l'humour est très codifié, l'humour est très utilisé dans les question time. Mais nous, il y a un curieux mélange, c'est-à-dire, est-ce que le plus talentueux est celui qui arrive à blesser l'autre ou celui qui arrive à faire rire l'Assemblée avec une blessure? Quand vous mettez les rieurs de votre côté, vous vous renforcez. Et il y a des injures dont on ne se relève pas. Regardez ce pauvre garde des Sceaux, Arpaillange, la phrase de Santini, 30 ans après, la France entière la connaît par cœur. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Arpaillange la rend comme un gland. On ne se relève pas d'une telle formule. Voilà. Et c'est en cela que certaines attaques sont redoutables. Il y a quelques exemples. Sur les attaques physiques, Jean Garrigue, vous en avez une qui frappe François Bayrou, si je d'André Santini. François Bayrou, la seule chose qui décolle, ce sont les oreilles. À propos de sa campagne, ses sondages et de 2002, où il avait très mauvais sondage au départ. Mais ça, c'est typiquement de l'humour français. On touche au physique. C'est très souvent une des armes de ce. Alors, d'Adolphe Thiers, pardon, les communards disaient c'est un crapaud. Là, on était dans quelque chose de vraiment très 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 dur. Là, c'est plutôt sympathique. Et en même temps, ça, c'est très fort, c'est percutant. C'est quelque chose qui veut dire quelque chose de très grave pour François Bayrou, mais c'est dit avec fleur et moucheté. Oui, c'est ça. Chez Bayrou, en termes de sondage, il n'y a que les oreilles qui décollent. Voilà, je ne suis pas sûr qu'André Santini l'ait totalement assumé, d'ailleurs, cette déclaration. Mais là, j'ai trouvé dans votre livre, Monofilini... Souvent gagné le prix du Presse Club. C'est vrai. François Bayrou n'est très pas au reste. Alors là, il cible Jean-Louis Borloo. C'est cité par le Canard enchaîné en juillet 2011. Borloo, ça s'écrit B-O-R-L et 00. Oui, François Bayrou peut avoir la dent dure aussi. Il sait faire. Alors, je vous ai proposé de choisir une séquence vidéo relativement récente. Hélène Pilichowski, vous avez opté pour le débat entre Bruno Le Maire et Éric Zemmour. C'était le 9 décembre dernier sur France 2. On regarde un extrait. Oui. Ils doivent choisir entre les lois islamiques, le code, la charia et la République. Je crois que c'est compliqué pour que c'est pas trop. Oui, bien sûr. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père, et ça vous va très bien. Deuxièmement, sur le Bataclan. Vous savez, monsieur je n'ai jamais dit, pardonnez-moi, monsieur le maire, quand on veut être président de la République, on respecte les hommes et les femmes qui vous parlent. Faites l'âne pour avoir le son. Pourquoi vous avez choisi cette séquence, Hélène Pilichowski? Parce que Éric Zemmour m'a profondément agacée. Parce que je trouve que s'il y en a un, franchement, il n'a pas beaucoup d'esprit. Il ne cherche pas à plaisanter, il ne cherche pas à détendre ses auditeurs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, je suis entièrement d'accord. Éric Zemmour, il cherche un peu trop. Il cherche un peu trop à se faire remarquer. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je trouve qu'il a cherché à blesser Bruno Le Maire. Quand il l'a traité d'âne, il a dit qu'il méritait le bonnet d'âne. Je signe que pour quelqu'un qui est au gouvernement depuis 5 ans, qui reçoit tous les matins dans son bureau à Bercy les représentants des professions, des cultivateurs, des grévistes de je ne sais où, des femmes en colère, y compris des femmes en colère, des budgets qui ne sont jamais assez grands. Il est vraiment extrêmement dédoué, quand même, il est vraiment dévoué, il est entièrement à sa tâche. Il maintient l'économie de la France. On ne sait pas, parce qu'il est très optimiste. En même temps, il n'est pas drôle, mais il est très optimiste. Mais il écrit bien, en revanche. Ah, il écrit bien, et vite, quel talent. Oui, il écrit bien. Ça, c'est sûr. On a l'impression parfois même des scènes, que la morale pourrait réprouver. Dans ses livres. Dans les livres de... Ah non, mais il est incroyable. Il y a une scène érotique célèbre dans un des... Moi, je pense dans sa baignoire, lorsqu'il pense à sa femme. Une séance de questions... Je ne sais pas si on peut la raconter à cette heure, mais bon. Une séance de questions à l'Assemblée... On ne sait jamais qui nous regarde, donc nous allons éviter pour les oreilles publiques. Mais il écrit très bien,
pique contre Éric Zemmour, puisée dans le petit dictionnaire des injures politiques. Celle-ci, signée Jean-Baptiste Djebari. C'est un faux dur et sous les faux durs se cachent les vrais soumis. Une autre signée de Jean-Luc Mélenchon. Le Zemmouristan, ça existe. C'est un pays où les femmes sont rabaissées, où il y a la peine de mort, où les homosexuels sont punis. C'est bien ça, oui. Tac, ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Allez-y, vous serez heureux là-bas. C'est vrai que par ces attaques, Éric Zemmour, ça fait partie des citations que vous avez évidemment rajoutées dans cette nouvelle édition. Voilà, il attaque, il reçoit. C'est d'une logique absolue, implacable. Oui, comment dirais-je, Éric Zemmour est dans une logique polémique. Je pense que c'est aussi un lecteur des polémistes du 19e siècle. À mon avis, il s'inspire de gens aussi bien de Victor Hugo que de Henri Rochefort. C'est cette culture-là. Alors, qui est un petit peu éloignée de ce que l'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire les petites piques humoristique. Et donc, dans certains cas, ça passe pas. Ça ne passe pas. Typiquement, vous voyez, le fait d'animaliser l'adversaire, c'est une technique de base de l'injure et en particulier de l'injure pamphlétaire. C'est ce qu'utilisent aussi les caricaturistes, mais même aujourd'hui, les caricaturistes font attention. Font attention. Et là, tout à coup, on a une sortie un petit peu plus vive. Alors, lui-même, ce qui était intéressant, c'est lorsqu'il y a eu ce débat entre Zemmour et Mélenchon, parce qu'en fait, on avait l'impression qu'ils avaient plaisir à se balancer des méchancetés l'un l'autre, avec l'idée qu'on est des polémistes, on a le cuir épais, c'est pas grave, voilà. Je reçois votre injure et voilà, exactement. Mais c'est une conception du débat public qui est plus pour moi 19e siècle que contemporaine. C'est l'héritage d'Henri Rochefort, qu'on appelait le prince des polémistes, un Britannique qui a fait une biographie de lui et qui a été pendant 50 ans, en passant d'ailleurs de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais il faut lire les éditoriaux d'Henri Rochefort dans l'Intransigeant. À chaque fois, c'est à la fois un plaisir de lecture et puis on a un peu un haut-le-cœur parce que c'est quand même très très souvent très très dur, très méchant. Alors on va parler un peu des débats présidentiels et pour commencer, Laetitia, on va se pencher sur un exemple américain. Vous dites que l'insulte peut payer. Vous prenez l'exemple de l'un des débats entre Joe Biden et Donald Trump. Entre Joe Biden et Donald Trump, où on a vu finalement que Sleepy Joe, c'était Joe l'endormi. C'était comme ça que Donald Trump l'a appelé pendant toute la campagne. Il avait même dit aussi de lui que, c'était le lèche-cul d'Obama. Voilà, donc il y allait fort. Évidemment, Éric Zemmour a aussi Donald Trump en tête. Donald Trump, c'est champion toute catégorie de l'injure outrancière. Et donc, soudainement, Joe Biden s'est réveillé. Voilà. Et il a attaqué, lui aussi. Regardez. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. People understand, Joe. They sure 47 years, you've done nothing. He has none. Like almost everything else he talks about. He does not have a plan. He doesn't have a plan. And the fact is, this man doesn't know what he's talking about. You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives. Et encore, nous avons été soft parce qu'il l'a traité de clown, de caniche de Poutine et du pire président des États-Unis. Donc il y est allé fort, Joe Biden, mais avec son style. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait du Trump. Trump, il appelait Hillary Clinton la crapule. Il a même dit dans le dernier débat avec Hillary Clinton, such a nasty woman, ça veut dire quelle sale femme. Et tout le monde avait pensé que ça allait lui coûter sa place. Finalement, il a gagné. Mais Biden s'est dit, OK, je vais pas me laisser faire, je vais attaquer moi aussi, rentrer dans cette culture du clash, mais avec mon style, c'est-à-dire tout en restant respectueux. Et ça lui a permis de casser l'image du Sleepy Joe dont vous parliez. Ça a cassé son image, il a gagné des voix, il a gagné la présidence. Jean-Garry ? Ce qui était très frappant, c'est que vous voyez Trump qui interpelle directement et lui dit vous avez fait, et Biden qui prend une distance, qui est la distance au fond du dissensus régulé justement dans les assemblées, dans les débats politiques, et qui dit ce personnage, voilà, qui est en même temps une manière de se distancer de lui, de le mettre et de le mettre un peu à distance effectivement du monde politique respectable en fait. Voilà.
Bruno Fulini, le débat présidentiel, je reviens en France, c'est pas le bon moment pour injurier. En général, on conseille aux candidats de ne pas être le plus agressif, parce que le plus agressif serait le perdant. En fait, le vrai gagnant, c'est celui qui est agressé et qui riposte. Oui. Lorsque vous répliquez l'homme du passé, l'homme du passif, là vous marquez un point. Là, c'est François Mitterrand qui réplique à Valéry Giscard d'Estaing dans le débat 81. Tout à fait. Tout à fait. Bon, le moi président de la République et toute l'anaphore, à ce moment-là, le débat a basculé. Alors c'est totalement irrationnel, ça veut rien dire sur le fond, etc. Mais si on considère ce débat du second tour comme une joute, il y a un moment où on marque des points. Et généralement, c'est quand l'un des candidats attaqués a le génie de répliquer. Alors généralement, ce sont des répliques qui ont été préparées, qui ont été mûries. Il y a un travail énorme derrière. Le monopole du cœur de 74 dans la bouche de Valéry Giscard d'Estaing, elle a été préparée. Voilà. Mais ces expressions-là, elles font véritablement partie de notre patrimoine national. Bien sûr. C'est pour ça que ce livre est passionnant. Tiens, une citation de François Mitterrand à propos de Valéry Giscard d'Estaing. On est quasiment un an avant, on est le 24 juin 1980. Trouvez dans votre dictionnaire. Je le verrais bien assez, baron du chômage, marquis des inégalités, comte de la hausse des prix, duc de la technocratie, prince de l'électoralisme et roi de l'anesthésie. Là aussi, il y a quand même un talent d'écriture. Il y a un talent, il y a beaucoup de moqueries, et puis quand on est le candidat de la gauche, c'est intéressant aussi de souligner le caractère aristocratique. C'est l'époque où Giscard est caricaturé en Louis XV. Et donc c'est intéressant politiquement aussi pour François Mitterrand, qui était peut-être un petit peu aristocratique lui aussi dans ses attitudes, dans sa façon de parler. C'était une façon de se raccrocher au peuple en disant voilà, lui par contre il se prend pour un baron et c'est un faux noble et son seul... souligner la faiblesse de son adversaire qui avait pris une image de souverain un peu recroquevillé dans sa forteresse, très différente de ce qu'il était en 74 quand il arrivait et qui regardait la France au fond. Tout le monde parlait du château. En parlant de duel, ça me faisait penser à une joute fameuse mais très belle que connaît certainement Bruno à la Chambre des députés. Entre c'est 1906. Entre Jaurès et Clémenceau. Et à la fin d'une joute qui a été très très longue, ça a duré d'ailleurs plusieurs séances. Jaurès dit à Clémenceau, Clémenceau dit à Jaurès, vous n'êtes pas Dieu. L'autre lui répond, vous n'êtes pas le diable. Et Clémenceau a le dernier mot, qu'en savez-vous ? Alors c'est très très beau parce que derrière ça il y a l'idéalisme de Jaurès, le pragmatisme de Clémenceau, la méchanceté de Clémenceau aussi, et puis ça se termine par cette boutade. En fait. Un dernier mot finalement, l'injure, est-ce que c'est pas quand même un signe de bonne santé de démocratie ? Quand on reste dans l'injure, c'est-à-dire quand on ne verse ni dans la diffamation, ce qui est autre chose, ni dans l'appel au meurtre. Quand on est dans l'injure, je dirais qu'il y a de l'injure de bonne aloi. Il y a de l'injure qui fait partie de la polémique, qu'on le veuille ou non, depuis 1789. Et d'ailleurs, parce que nous sommes toute une équipe, dont Jean, à avoir rassemblé les citations qui sont dans ce petit dictionnaire des injures politiques, eh bien, on n'en trouve que dans les périodes où la presse est libre. Quand la presse n'est plus libre, il n'y a plus d'injures. Merci beaucoup. Le petit dictionnaire des injures politiques, c'est aux éditions du Rocher. Élisée Circus, histoire drôle et cruelle des présidentielles, c'est chez Talendier. Et puis Laetitia, je rappelle que vous publiez La Tentation du clown aux éditions Chastel, c'est ça, c'est bientôt Noël, allez acheter des bons livres. Et puis tiens, Jean-Louis Debré, là aussi c'est un livre, il aurait pu être invité de l'émission. Le titre de son livre, c'est Quand les politiques nous faisaient rire. Il est l'invité demain matin d'Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Merci à toutes les équipes de Public Sénat, à la rédaction de Sens Public, je vais les citer parce que c'est la dernière avant les fêtes. Isabelle Pincet à la rédaction en chef, Aude Fauvel, Lucie Spindler à la programmation, Benjamin Orlandini qui est notre jeune journaliste plein de talent, Perrine Tarnot, la directrice de l'information. Merci à toutes et à tous de m'accompagner.